Nashville, 13 mars 2020. Une scène de crime macabre est découverte. 2 corps sans vie, criblés de balles, entassés dans une voiture accidentée. Ce qui semblait être un simple drame conjugal va se révéler être l'aboutissement d'un complot meurtrier impliquant des ex-forces spéciales, un riche homme d'affaires et un réseau d'escort girls. Bonjour à tous, c'est SH, soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. Nashville, surnommée Music City, est la capitale de l'État du Tennessee et sa ville la plus peuplée. Située sur les rives de la rivière Cumberland, elle est mondialement connue comme le berceau de la musique country, mais son influence s'étend bien au-delà de ce seul genre musical. Fondée en 1779, Nashville a une riche histoire qui se reflète dans son architecture et ses monuments. La ville abrite le célèbre Grand Ole Opry, une institution de la musique country depuis 1925. Son surnom, l'Athènes du Sud, lui vient de ses nombreuses institutions éducatives et de sa réplique grandeur nature du Parthénon grec. Au-delà de l'industrie musicale, Nashville est un centre important pour la santé, l'édition, la banque et les transports. La ville connaît une croissance économique rapide, attirant de nombreux jeunes professionnels et entrepreneurs. Broadway, la rue principale du centre-ville, est célèbre pour ses bars et ses salles de concert appelées honky tonks. Cette ambiance festive attire des millions de touristes chaque année, mais crée aussi un terrain propice à diverses activités légales et illégales. C'est dans ce cadre complexe, mêlant glamour musical, développement économique rapide et réalité urbaine parfois sombre, que s'est déroulé le drame que je vais vous raconter. Une histoire qui va nous emmener des rues animées de Nashville au bureau feutré d'une concession automobile d'Austin, en passant par les coulisses troubles du monde de l'escorting de luxe. Le 13 mars 2020, aux premières lueurs de l'aube, un ouvrier du bâtiment fait une découverte macabre sur un chantier de construction au 495 Old Hickory Boulevard dans la banlieue sud-ouest de Nashville. Un véhicule blanc a visiblement quitté la route et percuté un arbre en contrebas d'un talus. Il compose immédiatement le 911. Metro Nashville 911, what is the address of your emergency? Somebody drove off the road and hit a tree. Are you with the vehicle? There's two people there. Okay. They're pinned really bad. That's what I'm saying. Okay, I'm sending the paramedics and the police department to help you now. À première vue, et je dis bien à première vue, la scène ressemble à un terrible accident de la route. Mais en s'approchant du véhicule, l'ouvrier réalise que quelque chose ne colle pas. À l'intérieur, 2 corps sont positionnés de manière peu naturelle, comme s'ils avaient été délibérément placés là. Lorsque la police arrive sur les lieux, ils découvrent une scène encore plus troublante. Le corps d'un homme est recroquevillé sur le plancher du siège passager avant, le visage contre le sol et les pieds en l'air. À l'arrière, c'est le corps d'une femme qui est déposé de façon similaire sur la banquette arrière. Les enquêteurs notent rapidement plusieurs éléments suspects. Les vitres du côté passager sont brisées, mais aucun débris de verre n'est visible autour du véhicule. Les airbags sont déployés, suggérant un impact violent, mais les dégâts sur la carrosserie ne correspondent pas. Aucune arme n'est retrouvée sur les lieux, ni à l'intérieur ni aux alentours de la voiture, et les téléphones portables des victimes sont absents. Tout indique que cette scène a été soigneusement mise en scène pour ressembler à un accident, masquant sûrement un crime bien plus sinistre. Les enquêteurs identifient rapidement les victimes comme étant Holly Williams, 33 ans, et Bill Lanway, 36 ans. Holly est une esthéticienne locale tandis que Bill travaille comme mécanicien automobile. Tous deux résident à Nashville et sont connus des services de police en raison d'antécédents de violences conjugales. D'ailleurs, l'identification rapide des victimes permet aux enquêteurs de commencer à retracer leurs derniers mouvements et à explorer leur passé, ouvrant ainsi la voie à une enquête qui allait bientôt prendre une tournure inattendue. Pour comprendre les événements qui ont conduit à cette nuit tragique, nous devons d'abord examiner le passé complexe de Holly Williams et Bill Lanway. Holly Williams est née le 14 janvier 1987. C'est une jeune femme de 33 ans au moment de sa mort. Son histoire est celle d'une vie marquée par des contrastes saisissants. Elle est originaire de Murfreesboro, une ville située à environ 35 km de Nashville. Holly a connu une enfance difficile. Ses parents ont divorcé alors qu'elle était jeune et sa relation avec sa mère a toujours été particulièrement tendue. Cette situation l'a poussée à vivre un temps chez son père et sa belle-mère, avant de finalement couper les ponts avec sa mère à l'âge adulte.
Malgré ses débuts difficiles, Holly nourrit de grands rêves. Elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Nashville, déterminée à se construire une vie meilleure. Le jour, elle travaille comme esthéticienne, se spécialise dans les soins du visage et devient une professionnelle respectée dans son domaine. Mais la nuit, Holly mène une double vie. Sous le pseudonyme de Layla Love, elle travaille comme escort girl haut de gamme depuis qu'elle a 18 ou 19 ans. Contrairement à ce qu'on peut penser, Holly ne cache pas son activité. Elle en parle même ouvertement à ses amis, assumant pleinement son choix de vie. Cette double activité lui permet de satisfaire son goût pour le luxe et les belles choses. Ses clients, souvent fortunés, la couvrent non seulement d'argent, mais aussi de cadeaux somptueux. Bijoux, meubles pour son appartement et même des vacances tout frais payées. Malgré la rupture avec sa mère, Holly reste proche de ses 5 frères et sœurs, en particulier de sa sœur Emily. Elles passent toutes les fêtes ensemble, des Halloween où elle sculpte des citrouilles, jusqu'au Noël en pyjama assorti avec le verre de lait. Cette facette de sa personnalité révèle une Holly attachante, soucieuse de maintenir des liens familiaux forts malgré les épreuves. Ses amis la décrivent comme une personne extraordinaire, au charisme magnétique. L'une de ses amies proches, Marie-Carole, la compare même à une Marilyn Monroe des temps modernes, évoquant sa capacité à attirer l'attention et à charmer son entourage. Cependant, cette personnalité rayonnante cache aussi une vulnérabilité. Holly a tendance à voir le meilleur chez les autres, parfois au détriment de sa propre sécurité. Ses amis rapportent que des gens profitent souvent de sa gentillesse et qu'elle s'est plusieurs fois retrouvée dans des situations dangereuses ou des relations toxiques. C'est peut-être cette tendance à croire en la bonté des autres qui l'a conduite à maintenir une relation tumultueuse avec Bill Lanway, malgré les violences qu'elle subit. Holly a même installé des caméras de sécurité dans son appartement, par crainte des irruptions de Bill. Bill Lanway est né le 17 mars 1983 à Clarksville, dans le Tennessee. Il a 36 ans au moment de sa mort. Son histoire est marquée par une série de tragédies et de luttes personnelles. Dès son plus jeune âge, Bill a été confronté à un traumatisme terrible. À l'âge de 3 ans et demi, il a été témoin d'un drame familial épouvantable. Son père, Lyle, après une dispute avec sa mère, a pris en otage Bill, sa sœur et leur baby-sitter pendant plusieurs heures. Bien que cet incident se soit terminé sans blessés, le pire était encore à venir. Une semaine plus tard, le jour de Thanksgiving, Lyle est libéré de l'hôpital psychiatrique pour rendre visite à sa famille. C'est alors qu'il poignarde à mort la mère de Bill sous les yeux des enfants. Bill et sa sœur ont dû fuir chez un voisin pour chercher de l'aide. Après cette tragédie, Bill et sa sœur sont élevés par leur tante et leur oncle. Malgré ce début de vie traumatisant, Bill réussit à développer une personnalité extravertie et chaleureuse. Au lycée, il est même connu pour être plutôt populaire. À l'âge adulte, Bill devient mécanicien automobile. Il est apprécié pour son énergie et son côté festif. Ses amis le décrivent comme l'âme de la fête, quelqu'un avec qui il est impossible de ne pas s'amuser. Il est d'ailleurs bien connu dans la scène nocturne de Nashville, particulièrement dans les quartiers de Broadway et Midtown. Cependant, la vie de Bill va de nouveau basculer en 2010. Sa fille Madison, alors âgée de 4 ans, est diagnostiquée d'une forme rare et agressive de cancer du cerveau. Malgré une lutte acharnée et une brève période de rémission, Madison est décédée le 21 septembre 2011. Cette perte a profondément affecté Bill, et on ne peut que le comprendre, transformant sa personnalité. Après la mort de Madison, Bill s'est replié sur lui-même. Il est devenu colérique, irrationnel, ce qui a conduit à la rupture de sa relation avec Dana Jones, la mère de Madison. Pour faire face à sa douleur, Bill s'est tourné vers l'alcool et la fête, s'immergeant davantage dans la vie nocturne de Nashville. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Holly Williams en 2018 lors d'un festival de musique. Leur relation devient rapidement tumultueuse, marquée par des ruptures et des réconciliations fréquentes. Bill peut se montrer violent envers Holly, ce qui a conduit à plusieurs interventions de la police et à la mise en place d'une ordonnance de protection. La relation entre Holly Williams et Bill Lanway est marquée par des cycles répétés de violence et de réconciliation. Voici les principaux incidents documentés auxquels j'ai eu accès. Les amis de Holly décrivent leur relation comme toxique. Holly a confié à plusieurs reprises à ses proches qu'elle a peur de Bill, craignant qu'il puisse lui faire du mal.
Holly a d'ailleurs pris la décision d'installer des caméras de sécurité dans son appartement, spécifiquement en raison des disputes domestiques récurrentes avec Bill. En décembre 2019, selon un rapport de police, Bill agresse physiquement Holly, la frappant au visage et brisant le pare-brise de sa voiture. Malgré la gravité des faits, Holly choisit de ne pas porter plainte et refuse l'assistance de la police. Puis, en janvier 2020, Holly décide finalement de demander une ordonnance de protection contre Bill. Dans sa demande, elle l'accuse de lui avoir couvert la bouche provoquant une crise d'hyperventilation. Toujours début 2020, Holly accuse Bill d'avoir enlevé son chien, Max. Quelques jours plus tard, elle retrouve Max mort sur le bord de la route près de son appartement. Bien qu'il n'y a aucune preuve directe impliquant Bill, Holly est convaincue qu'il est responsable. En mars 2020, peu de temps avant leur mort, les caméras de sécurité de Holly capturent Bill en train de s'introduire dans son appartement. Il a réussi à forcer le verrou électronique et à entrer pendant l'absence de Holly. Puis, environ une semaine avant leur mort, Bill est arrêté pour agression aggravée et séquestration. Ces charges sont liées à une attaque contre Holly. Malgré ces histoires de violence, Holly et Bill continuent à se fréquenter par intermittence. D'ailleurs, le soir de leur mort, ils ont été vus ensemble, quittant l'appartement de Holly, ce qui illustre la nature complexe et cyclique de leur relation abusive. Lorsque les enquêteurs commencent à examiner l'affaire, leur première hypothèse semble logique au vu des circonstances et de l'historique du couple. Compte tenu des antécédents de violences domestiques entre Holly et Bill, ils envisagent d'abord un scénario de meurtre-suicide. L'idée étant que Bill, dans un accès de rage ou de désespoir, aurait convaincu Holly de monter en voiture avec lui, puis l'aurait tué avant de retourner l'arme contre lui-même. Cette théorie semble plausible pour plusieurs raisons. Le passé violent de Bill et ses récentes arrestations pour agression contre Holly, l'ordonnance de protection qu'elle a obtenue contre Bill seulement 9 jours avant leur mort, la nature toxique de leur relation connue de leurs amis et de la police. D'ailleurs, lorsque les amis et la famille de Holly et Bill ont appris les circonstances de leur mort, beaucoup ont initialement trouvé cette théorie plausible. Même les proches de Bill semblent accepter qu'il est capable d'un tel acte. Cependant, cette hypothèse initiale est rapidement remise en question pour plusieurs raisons. Bill est du côté passager et non du côté conducteur, comme on aurait pu s'y attendre. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux, ce qui est incompatible avec un scénario de meurtre-suicide. Les téléphones portables de Holly et Bill sont absents, ce qui semble étrange pour un simple meurtre. Les dégâts sur la voiture et la disposition des corps ne correspondent pas à un simple accident suite à un meurtre-suicide. Tous ces éléments poussent rapidement les enquêteurs à élargir leur champ d'investigation, réalisant que l'affaire est probablement beaucoup plus complexe qu'un simple cas de violence domestique qui a mal tourné. Et c'est là qu'un tournant majeur survient dans l'enquête, avec la découverte des caméras de surveillance dans l'appartement de Holly Williams. Holly a en effet installé plusieurs caméras de sécurité dans son appartement, par crainte des irruptions violentes de Bill. Il y a au moins 3 caméras, une à l'entrée, une dans le salon et probablement une autre dans une zone stratégique. Les enquêteurs ont rapidement trouvé et saisi les enregistrements des caméras. Ces enregistrements couvrent les jours précédant la mort immédiate de Bill et Holly. D'ailleurs, le contenu de ces enregistrements va bouleverser le cours de l'enquête. Les vidéos révèlent une série d'événements inquiétants dans les jours qui précèdent le meurtre. On y voit Bill s'introduire dans l'appartement de Holly en son absence, après avoir réussi à désactiver la serrure électronique, mais il y a plus troublant encore. Les caméras captent des images d'hommes inconnus, habillés en noir et le visage masqué, frappant à la porte de Holly et demandant à la voir. Un incident particulièrement alarmant a été enregistré le 10 mars 2020, soit 3 jours avant le meurtre. 3 hommes, tous vêtus de noir et le visage couvert, sont arrivés ensemble à l'appartement de Holly. Ils ont frappé à la porte en criant le nom de Holly, affirmant qu'ils voulaient simplement lui parler. Les caméras intérieures ont montré qu'Holly était en panique totale. On la voit courir dans tout son appartement, cherchant frénétiquement quelque chose pour bloquer la porte. Son comportement indique qu'elle est terrifiée par ses visiteurs et qu'elle ne les connaît probablement pas. Dans un enregistrement, on peut voir un des hommes essayer de manipuler la caméra extérieure. Cette action suggère qu'ils sont conscients d'être filmés et cherchent à effacer leurs traces. Malgré leurs efforts pour rester anonymes, un des hommes est partiellement visible. Ce détail va plus tard s'avérer crucial pour l'identification d'un des suspects.
Les enregistrements montrent d'ailleurs que cette visite n'est pas un incident isolé. Plusieurs hommes différents ont été vus frappant à la porte de Holly à diverses occasions. Ces images écartent immédiatement l'hypothèse initiale du meurtre-suicide. Elles prouvent que Holly est activement recherché par des individus avec des intentions potentiellement malveillantes. De ce fait, les enquêteurs ont dû élargir leur champ d'investigation pour tenter d'identifier ces hommes et comprendre leurs liens avec Holly. La police décide de publier certaines de ces images en espérant que le public pourra aider à identifier les suspects. Cependant, cette démarche n'aboutit pas à des pistes concrètes dans l'immédiat. Et pour finir, les caméras ont capturé les dernières images connues de Holly et Bill vivants. On les voit quitter l'appartement ensemble vers 23h40 la nuit de leur mort. Bill semble d'ailleurs retourner brièvement à l'intérieur, comme s'il avait oublié quelque chose, avant de repartir définitivement avec Holly. Peu après leur départ, les microphones des caméras captent des sons alarmants. On entend le démarrage d'une voiture suivi de plusieurs coups de feu et des cris d'un homme et d'une femme. Cet enregistrement change radicalement la direction de l'enquête. Il prouve que Holly et Bill ont été suivis et possiblement traqués dans les jours précédant leur mort. L'audio des coups de feu confirme que le meurtre a probablement eu lieu près de l'appartement de Holly et non sur les lieux où les corps ont été découverts. Ces enregistrements ont non seulement fourni des preuves cruciales, mais ont également soulevé de nouvelles questions. Qui sont ces hommes mystérieux? Pourquoi cherchent-ils Holly? Ces questions vont pousser les enquêteurs à creuser plus profondément dans la vie privée de Holly, révélant des secrets qui vont bouleverser toute l'affaire. L'enquête prend un tournant inattendu lorsque les investigations mènent à un homme qui semble n'avoir aucun lien apparent avec Holly Williams ou Bill Lanway, un certain Eric Mond. Eric Mond, 48 ans, est un riche concessionnaire automobile basé à Austin, au Texas. Il est copropriétaire de Mond Toyota, une entreprise familiale établie depuis des générations. La concession est connue localement, avec Charles Mond, le père d'Eric, apparaissant dans des publicités télévisées. Quant à lui, Eric est aussi une figure respectée dans la communauté d'Austin. Il est marié, père de 2 enfants, dont un fils étudiant à l'université de Nashville. En février 2020, Eric se rend à Nashville, prétextant une visite à son fils. Ce voyage va s'avérer être le déclencheur de toute l'affaire. Pendant son séjour, Eric contacte Holly Williams via son profil d'escorte Laila Love. C'est depuis sa chambre d'hôtel qu'il a initié le contact avec Laila Love. Un soir, probablement seul dans sa chambre, Eric a commencé à naviguer sur Internet. Il a trouvé le profil de Laila Love sur un site d'escorte haut de gamme. Eric et Holly se sont rencontrés pour la première fois dans le bar de l'hôtel où Eric séjourne. Cette rencontre semble s'être bien passée car elle a conduit à au moins une autre nouvelle rencontre. Le 3 février 2020, Eric envoie un email à Holly lui indiquant qu'il serait de retour à Nashville pour quelques jours. Le 5 février, il lui envoie un message texte qui dit: «Bonjour ma belle, j'ai hâte d'être à aujourd'hui. Je suis à Nashville. Je te retrouverai au bar comme la dernière fois. Envoie-moi un message quand tu arrives.» Bien que basée sur une transaction financière, la relation entre Eric et Holly semble avoir pris un caractère plus personnel. Eric utilise des termes affectueux comme ma belle. Ça indique un certain attachement. Il prend soin de maintenir ses rencontres secrètes. Cette discrétion est cruciale pour lui étant donné son statut d'homme marié et sa position sociale à Austin. Après son voyage de février, Eric ne contacte plus directement Holly. Il pense probablement que cette liaison reste un secret bien gardé. Cependant, en mars 2020, environ un mois après la rencontre entre Eric Mond et Holly Williams, Bill Lanway réussit à accéder au compte d'escorte de Holly. Il utilise probablement ses connaissances en mécanique et en électronique pour pirater les appareils de Holly ou deviner ses mots de passe. Parmi les informations découvertes, Bill trouve les échanges entre Holly et Eric Mond. Il comprend rapidement qu'Eric est une cible de choix pour un chantage, étant donné son statut social et sa richesse. Le 1er mars 2020, Bill envoie un premier message de chantage à Eric Mond. Il exige 25 000 dollars en échange de son silence sur sa liaison avec Holly. Bill utilise probablement le téléphone ou les comptes d'escorte de Holly pour communiquer avec Eric. Cela peut initialement laisser penser à Eric que c'est Holly qui le fait chanter. Le 11 mars 2020, Bill franchit une étape supplémentaire en appelant directement Eric à son domicile.
Cet appel a considérablement augmenté la pression sur Eric, afin que sa femme ne découvre le poteau rose. Eric est terrifié à l'idée que sa liaison soit révélée. Cette peur le pousse à chercher une solution radicale plutôt que de payer le chantage. Paniqué par le chantage de Bill Lanway, Eric se tourne vers une personne dont il pense qu'il peut résoudre son problème, un certain Gilad Peled. Gilad Peled, surnommé Gil, est un ancien membre des forces spéciales israéliennes. Après son service militaire, il a travaillé dans la sécurité privée en Californie du Sud, protégeant des clients de haut profil, comme l'acteur Charlie Sheen. Peled a récemment déménagé à Austin, au Texas, où il a fondé sa propre entreprise de sécurité. Son entreprise peine d'ailleurs à trouver des clients, ce qui le rend particulièrement réceptif à toute opportunité de travail. Eric Mond a initialement engagé Peled pour gérer des problèmes de sans-abri sur le parking de sa concession automobile. Cette collaboration initiale a établi une relation de confiance entre les deux hommes. Le 1er mars 2020, le jour même où il reçoit sa première menace, Eric se tourne vers Peled. Eric présente la situation à Gil Peled comme un problème d'extorsion à résoudre. Au départ, Eric demande simplement à Peled de découvrir l'identité réelle de Layla Love et de l'individu qui le fait chanter. À ce stade, il ne demande pas explicitement qu'un meurtre soit commis. Reconnaissant que cette tâche dépasse ses compétences, Peled fait appel à son réseau dans l'industrie de la sécurité privée. Il contacte un certain Brian Brockway, qui ensuite contacte lui-même un certain Adam Carey. Brian Brockway est un ancien marine. Après son service militaire, il a travaillé dans la sécurité privée et a de l'expérience dans la protection des hauts fonctionnaires gouvernementaux. Il est basé à Austin, au Texas. Adam Carey, c'est également un ancien marine qui a servi dans une équipe des opérations spéciales. Après sa sortie de l'armée, il travaille dans la sécurité privée. Il est basé en Caroline du Nord. Adam a un passé criminel, ayant été arrêté en 2016 pour s'être fait passer pour un policier et pour possession illégale d'armes. Brian coordonne les opérations depuis Austin, tandis qu'Adam est l'homme de terrain à Nashville chargé de la surveillance et de l'intimidation. À mesure que la surveillance progresse, la mission passe d'une simple collecte d'informations à une opération d'intimidation, puis finalement à un plan d'assassinat. Pellet sert d'intermédiaire entre Eric Mond et les autres membres du complot. Adam Carey a envoyé un document intitulé Tennessee Strep à Brian Brockway le 9 mars 2020. Ce document contient des informations détaillées sur Holly et Bill, essentielles pour planifier leur assassinat. À un moment donné, probablement frustré par l'inefficacité des tactiques d'intimidation, Brian Brockway a proposé une solution plus radicale. Il suggère à Gilad Peled qu'il peut s'occuper du problème de manière permanente pour 60 000 $ par personne. Selon les témoignages, Eric Mond a donné son accord pour le plan d'assassinat. Il a dit à Peled de faire ce qu'il faut pour arrêter le chantage. C'est le 11 mars 2020 que Brian arrive à Nashville pour rejoindre Adam Carey. La présence conjointe des deux individus indique que le plan est passé de l'intimidation à l'assassinat ce jour-là. La nuit du 12 mars 2020 a marqué le point culminant et tragique de cette affaire. Voici comment les événements se sont déroulés selon les preuves audio et les témoignages recueillis. À 23h40, les caméras de sécurité de l'appartement de Holly ont capturé leur dernier mouvement. Holly et Bill sont vus quittant l'appartement ensemble. Bill semble retourner brièvement à l'intérieur comme s'il avait oublié quelque chose, avant de repartir définitivement avec Holly. Quelques minutes après 23h40, les caméras montrent Holly et Bill se dirigeant vers le parking de l'immeuble. Ils sont hors du champ de vision des caméras à ce moment-là. C'est à 23h45 que Brian Brockway et Adam Carey attendent probablement le couple dans le parking. Les microphones des caméras de sécurité enregistrent alors le son d'une voiture qui démarre. Quelques secondes après le démarrage de la voiture, plusieurs coups de feu sont clairement audibles sur l'enregistrement. Les cris d'un homme et d'une femme suivent immédiatement, indiquant que Holly et Bill ont été pris par surprise. Bill a reçu 2 balles à la tête, dont une près de la tempe droite. Ses blessures étaient immédiatement fatales. Holly, quant à elle, a été touchée à la poitrine et à la tête. La blessure à la poitrine n'était pas immédiatement mortelle. Probablement que quelques minutes après l'attaque initiale, les assassins réalisent que Holly est encore en vie. Et selon les aveux ultérieurs d'Adam Carey, il aurait fini le travail en tirant la balle finale dans la tête de Holly, à l'arrière de la voiture. Dans l'heure qui suit, les corps sont positionnés de manière peu naturelle dans la voiture. Bill est placé sur le plancher du siège passager avant, le visage contre le sol et les pieds en l'air.
Holly est positionné de façon similaire à l'arrière. Et vers 1 heure du matin, le 13 mars, la voiture est conduite jusqu'au chantier de construction au 495 Old Hickory Boulevard, où les assassins font rouler la voiture dans un talus pour simuler un accident. Peu après la mise en scène, Brian Brockway et Adam Carey quittent rapidement les lieux. Ils se dirigent vers Memphis, Tennessee pour prendre des routes séparées. C'est tôt le matin du 13 mars qu'un ouvrier du bâtiment découvre la voiture accidentée et appelle le 911. Les premiers intervenants arrivent sur place et découvrent la scène macabre. L'enquête qui a suivi ces événements tragiques a été longue et complexe, mais elle a finalement abouti à des arrestations et des aveux qui ont révélé toute l'ampleur de ce complot meurtrier. L'avancée initiale de l'enquête est venue lorsque les policiers ont identifié Adam Carey grâce à l'analyse des communications VoIP utilisées pour contacter Holly. Son visage correspondait à l'un des hommes capturés par les caméras de sécurité de Holly. Le FBI a alors mis en place une opération d'infiltration. Ils ont recruté Chad Brockway, le frère de Brian, comme informateur. Chad a accepté de porter un micro pour enregistrer des conversations incriminantes avec Adam et son frère Brian. D'ailleurs, lors d'une de ces conversations enregistrées, Adam a discuté ouvertement d'un autre projet de meurtre sur commande. Il a mentionné un tarif de 60 000 dollars pour un meurtre, corroborant les détails du complot contre Holly et Bill. Dans une autre conversation enregistrée avec son frère Chad, il s'est vanté d'avoir maîtrisé Bill lorsque celui-ci a tenté de se défendre. Brian a également révélé que c'était Adam qui avait tué Holly, exprimant une admiration malsaine pour sa capacité à tuer des femmes. Le 10 décembre 2021, le FBI procède à l'arrestation simultanée d'Adam Carey, Brian Brockway et Gilad Peled. Cette coordination vise à empêcher les suspects de se prévenir mutuellement ou de fuir. Confronté à des preuves accablantes, Peled accepte de coopérer avec les enquêteurs. Il accepte de passer un appel téléphonique surveillé enregistré à Eric Mond. Lors de cet appel, Peled prétend qu'un des tueurs demande plus d'argent pour garder le silence. Mond répond alors en suggérant de s'occuper de manière permanente du tueur menaçant. Immédiatement après cet appel incriminant, Mond est arrêté alors qu'il revient d'un voyage. En décembre 2022, Peled plaide coupable de meurtre sur commande, de complot en vue d'un enlèvement et d'enlèvement ayant entraîné la mort. Il accepte de témoigner contre les autres accusés en échange d'une possible clémence lors de sa condamnation. Le procès a lieu en novembre 2023 et dure 14 jours. Après 7 heures de délibération, le jury rend son verdict. Brian Brockway et Adam Carey sont reconnus coupables de meurtre sur commande ayant entraîné la mort, de complot en vue d'un enlèvement et d'enlèvement ayant entraîné la mort. Eric Mond est reconnu coupable de complot en vue d'un meurtre sur commande, mais acquitté de l'accusation d'enlèvement ayant entraîné la mort. Les condamnations dans cette affaire reflètent la gravité des crimes commis. Gilad Peled plaide coupable. Il fait face à une possible peine de prison à vie. Sa coopération avec les procureurs peut influencer sa peine. Brian Brockway et Adam Carey font eux aussi face à une peine de prison à vie. Leur condamnation officielle est prévue pour 2024. Eric Mond, bien que lavé de l'accusation d'enlèvement ayant entraîné la mort, fait face à une possible peine de prison à vie pour avoir été le commanditaire d'un meurtre. Ses avocats déclarent leur intention de faire appel. Cette affaire, qui a commencé comme une simple liaison extra-conjugale, s'est transformée en un complot meurtrier, impliquant des tueurs professionnels. Cela nous montre comment la rencontre entre un homme d'affaires fortuné et une escort girl peut dégénérer en tragédie lorsque le chantage entre en jeu. Cette affaire soulève des questions troublantes sur les dangers du monde de l'escorting, la violence domestique et la facilité avec laquelle des individus fortunés peuvent recruter des ex-militaires pour commettre des actes criminels. Elle met également en lumière la fine frontière qui sépare parfois la sécurité privée de la criminalité organisée. C'était SH, abonnez-vous, activez la cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. Bye bye.